Waouh! C'est incroyable tout ce monde ici qui s'est porté volontaire pour cette mission. Franchement, ça va beaucoup nous aider. Qu'est-ce que c'est cette mission dans laquelle vous êtes embarqués? C'est la mission Gaïa, une mission vraiment qui va consister à vous donner tous les prérequis pour que vous nous aidiez à faire bifurquer nos pratiques dans la conception de services et de produits numériques. Pourquoi faire bifurquer? Notamment pour obtenir peut-être un avenir, un futur plus souhaitable, plus durable. Donc cette mission, elle a déjà commencé. En tant que product designeuse indépendante et engagée, j'ai commencé cette mission déjà et je suis allée sur la planète Pandora pour explorer et découvrir tout ce qui s'y passe, tout ce qu'il y a dans l'écosystème, de pouvoir récolter tout un tas d'informations et que ça va derrière aussi me permettre de comprendre quelles sont les interactions entre les différents éléments du système, et puis surtout comprendre d'une certaine façon comment tout leur écosystème tient parfaitement en équilibre depuis si longtemps. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, ici sur Terre, c'est un petit peu quand même, on est un petit peu dans une situation extrême de crise. Donc, c'est d'aller chercher toutes ces informations, de les ramener sur Terre et de pouvoir, grâce à ça, retrouver l'équilibre et modifier, bifurquer nos pratiques. Je vais quand même dissiper tout de suite les doutes, mais je ne suis pas Sigourney Weaver, mais vous pouvez m'appeler Clémence. Allez, il est temps que je vous présente un petit peu plus ces découvertes. Déjà, Pandora, c'est une lune extrasolaire, habitable, qui est située dans le système Alpha du Centaure A, à 4,37 années-lumière de la Terre. C'est une planète tempérée, très proche quand même de la température sur Terre, avec des températures tropicales, tempérées aussi. C'est aussi une planète qui a énormément de ressources, des ressources comme l'unobtainium, qui est un minerai très précieux et en grande quantité sur la planète, qui va nous permettre, qui permet en tout cas, d'accélérer, de rendre la production dans les énergies beaucoup plus efficace. Bon, c'est une Terre, c'est une lune qui ressemble particulièrement à la Terre, c'est vrai. J'ai aussi eu la chance de rencontrer les Na'vi, qui sont ces habitants de la planète, grands hommes bleus, avec qui j'ai pu passer beaucoup de temps pour essayer de les comprendre, de saisir un petit peu qui sont ces êtres incroyables, aussi intelligents que les humains, peut-être voire plus, et qui ont vraiment aussi une forte capacité de sociabilisation, de gouvernance, de créativité, en créant tout un tas de choses, de contes, en ayant une forte aussi compétence artistique. Et puis aussi, ils fabriquent tout un tas d'objets, beaucoup moins que nous, hein, qu'on soit bien clair. Voilà, ils ont aussi une connexion très profonde avec la nature, une connexion entre eux et avec leur divinité Eywa. Bon, après, je ne vais pas vous détailler non plus dans le détail toute l'histoire de leur divinité, mais le lien avec, c'est vraiment impressionnant parce que ça fait naître une certaine capacité, un pouvoir un peu de compréhension globale de tout le système de Pandora. En fait, c'est un peu ça qui m'a intéressée. J'ai découvert vraiment qu'ils étaient vraiment dotés d'un pouvoir incroyable, le pouvoir du Tsahelu. C'est quand ils font le lien avec leur queue sur tous les éléments ils peuvent se connecter avec à la fois l'arbre des âmes pour pouvoir récupérer les souvenirs, pour pouvoir les lire, les comprendre, mais aussi de faire le lien avec les animaux, avec les plantes. Là, il va y avoir une connexion qui va se faire de l'ordre plutôt de ressentir ce qu'ils ressentent, de pouvoir éventuellement communiquer des messages, des informations. Quand, par exemple, il y a de la domestication, ils vont transmettre des ordres pour se déplacer. Et puis, il va y avoir aussi entre eux, ce qui va aussi permettre l'accouplement. Et donc, vraiment, tous ces liens de connexion va vraiment amener une grande capacité encore de comprendre dans quel écosystème ils sont et de pouvoir sonder les émotions des uns et des autres. Mais également de ressentir la douleur.
Ce pouvoir du Tsarelu, qui est notamment aussi, je trouve, le point le plus impressionnant que j'ai appris sur la planète Pandora, est aussi quelque chose qui m'a interloquée, et je me suis dit, mais en fait, oui, ils ne se considèrent pas, eux, comme étant au centre du pouvoir et du savoir sur la planète, mais par contre, ils se considèrent comme faisant partie d'un tout, d'une énergie un peu de fluide qui est globale sur la planète, de manière égale avec les animaux, avec la faune et la flore de la planète. Et tout ça de manière totalement interconnectée. Et bon, sur Terre, j'ai voulu faire le lien avec le pouvoir holistique. C'est ce qu'on peut retrouver notamment avec le fait d'avoir une vision globale. Le pouvoir holistique, c'est voilà, notamment une approche qui est une approche intellectuelle où on va imaginer que toutes les choses font partie d'un tout qui est plus grand. Et donc, c'est vraiment d'avoir un regard très large et qui s'éloigne aussi de l'humain. Donc en fait, les Na'vi, vraiment, ils ont vraiment cette capacité-là. C'est vraiment leur pouvoir, c'est incroyable. Donc, ils font partie d'un réseau qui est quand même un réseau extrêmement large, extrêmement grand. Tout est connecté, les arbres, comme je vous le disais. Et ces liens qui sont vraiment indivisibles vont créer aussi des liens de flux d'informations entre tous les systèmes des entités qui sont sur la planète. Et ça, c'est ce que j'appelle, enfin, ce qu'on peut appeler un système qui est complexe, puisque finalement, il y a des relations qui vont se créer entre les tribus des Na'vi, qui vont être parfois alliées. Comment ça se fait que la relation qu'ils entretiennent avec les animaux, ça soit une relation aussi d'entraide, peut-être parfois de guerre, ou en tout cas plutôt sur notamment quand les Na'vi vont chasser, parce qu'ils sont aussi cueilleurs-chasseurs, donc ils mangent, et ils mangent aussi les animaux. Donc comment ils font pour que l'équilibre tienne aussi bien en place dans tout ce système, et qu'il n'y ait pas une dérive, par exemple, une augmentation de la domestication, et que donc ça déséquilibre complètement les rapports qu'il va y avoir entre eux et les espèces avec qui ils vivent. Et donc, c'est un peu sur ça que j'ai voulu me concentrer et étudier pendant mes observations. C'est d'essayer de saisir ce système qui est complexe et de comprendre comment il tenait en équilibre. Sur Terre, on a aussi des systèmes. En fait, on en a beaucoup. En fait, tout est système. Tout fait partie d'un système. Si par exemple, je prends l'exemple, on a le système digestif qui est extrêmement complexe, il s'autorégule. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne dans le détail, mais il y a une forte capacité à ce que tout fonctionne en équilibre. On a aussi le principe d'une université qui est aussi un système complexe. On va avoir les élèves, on va avoir un système de gouvernance, on va avoir les professeurs, on va avoir aussi tout l'administratif qui va permettre d'une certaine façon de faire tenir le système en place, toutes les personnes qui vont entretenir aussi les lieux, rendre le lieu possible et accessible. Il va y avoir aussi les gouvernances, le mode comment on va noter les élèves, comment les élèves vont être recrutés, comment est-ce qu'il va y avoir des facteurs extérieurs qui vont impacter sur le fonctionnement de l'université. Si par exemple on est face à une pandémie, ça va modifier potentiellement le fonctionnement du système. Et puis c'est un système qui est à la fois aussi assez imprévisible et qui va être un système plutôt avec un objectif final. Si par exemple j'ai une université qui a un but, c'est de faire du profit parce que c'est, imaginons, une université privée, ou alors si le but c'est de remplir des quotas, va influer effectivement sur le système. Je vais notamment vous expliquer donc de là qu'est-ce qui est un système complexe, comment on le définit aujourd'hui. Bien sûr, c'est qu'une petite image de tout ce qu'il peut y avoir d'autre comme paramètres, comme éléments qui expliquent un système complexe, mais j'essaye de le rendre le plus simple possible. Donc un système complexe, c'est, comme je le disais, c'est le principe d'émergence, le fait que si un Na'vi pense, mais si je mets le cerveau d'un Na'vi sur une table, le cerveau ne peut pas penser. Donc c'est bien aussi le fait que c'est lié. Tout comme une voiture, elle roule, mais si je détache les éléments de la voiture, elle ne roule pas. Et donc ça, c'est le principe d'émergence. Après, on a aussi la finalité. Donc c'est ce fait que
une université, par exemple, elle a un but final, elle a une fonction. Et tout ça, en fait, ça va orchestrer et ça va modifier les comportements du système. Donc, comme je le disais, si par exemple le but, c'est de faire un quota ou que tous les étudiants en sortie de l'université soient embauchés, ça va découler sur la façon dont le système va s'orchestrer. Après, on va aussi retrouver le principe des délais qui vont être variables. Donc, un système est construit d'une tuyauterie, donc ce qui va faire le lien entre tous les éléments, par exemple le lien entre les élèves et les professeurs. Qu'est-ce qui fait, quelle est la tuyauterie qui fait que les deux acteurs vont communiquer ensemble? Ben, par le biais de notation, par exemple, par le biais de feedback. Et donc tout ça, ça va être aussi la tuyauterie qui va rendre tout le système assez imprévisible et qui va amener cette complexité. On va aussi retrouver donc le principe des interactions, ce qu'on peut imaginer comme un flux de données, flux d'éléments qui va transiter dans la tuyauterie et qui va vraiment générer on va dire comment le système va pouvoir communiquer. Exemple, si on prend un thermomètre qui est dans une pièce, ben, le thermomètre va être relié à un système qui va réguler la température de la pièce. Et donc ça va être un élément de communication. Le thermomètre va envoyer un signal pour dire il faut réguler la température. En tout cas, il faut baisser ou augmenter la température de la pièce parce qu'il fait trop chaud, parce qu'on avait un seuil qui était déterminé et que ça atteint le seuil, donc bam, je régule. Et ça amène un nouveau point, c'est la notion des boucles de rétroaction. Bah, ce thermomètre, typiquement, il va réguler. Il va faire une régulation soit en amplifiant ou soit en réduisant. Donc ça, c'est le principe de comprendre quels sont les comportements qui vont s'opérer dans le système. Est-ce que ça va augmenter ou alors ça va réduire? Est-ce qu'on va essayer d'équilibrer? Typiquement, quand on voit le principe des naissances et des décès, il y a un peu un phénomène d'équilibrage entre le nombre de décès, les naissances et les décès. Et parfois, on peut constater certains mouvements, et c'est ça qui est intéressant de constater. Donc, finalement, sur cette planète, j'ai quand même vraiment appris beaucoup de choses sur les interactions qu'il y avait entre les différentes structures, enfin les différents éléments qui construisaient l'énergie qu'il y avait sur la planète, entre les navis et entre la faune et la flore. Et bon, je trouve qu'il faudrait que sur Terre, on développe un peu plus on va dire ce pouvoir holistique et qu'on le ramène sur Terre. Vraiment, c'est l'objectif de la mission, c'est d'être capable de modifier nos pratiques et de se dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour que sur Terre, on arrive un peu mieux à équilibrer tout le système qu'on est en train de créer. Parce qu'il faut effectivement comprendre que nous, on n'est quand même pas très doté d'une très forte empathie, d'une capacité à empathir, mais aussi on a une certaine morale qui est parfois questionnable. Sinon, on aurait résolu depuis longtemps toutes les problématiques de famine, de crise ou autres. Donc, il faut vraiment réussir à placer ça au centre de notre façon de concevoir nos produits et nos services numériques. Donc, si je prends par exemple la discipline du design, en fait, on fait beaucoup d'exercices de conception qui vont être centrés utilisateurs. On va concevoir un outil pour notre utilisateur final. Donc, on est anthropocentré. On ne pense qu'à répondre à un besoin d'une typologie de personnes qu'on aura déterminée. Voilà un peu vers quoi j'essaye de vous amener dans ce brief. C'est vraiment de comprendre qu'il faut élargir son regard. Et puis bon, on construit beaucoup de choses aujourd'hui qui nous coûtent très cher, humainement, socialement, écologiquement. Donc, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on peut construire pour que ce soit plus durable et plus souhaitable? Et j'ai vraiment voulu mettre en avant deux constats qui m'ont beaucoup marqué. Et volontairement, j'ai priorisé ces deux constats-là, parce qu'il pourrait y en avoir, je pense, beaucoup, mais qui pourraient nous parler en tant que concepteurs et conceptrices dans le service numérique. Premièrement, c'est le fait qu'on conçoit dans un monde qui est fini. Ça, c'est un fait, c'est vraiment quelque chose. On doit avoir conscience que les ressources sont limitées. On ne peut pas continuer à tendre vers une croissance continue et perpétuelle. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte ces contraintes-là pour pouvoir concevoir avec ça?
Et donc, je vous conseille la vidéo de David Maenda-Kitoko, qui est, si vous ne l'avez pas déjà vue, est une vidéo qui va vraiment vous faire prendre conscience à quel point notre travail dans le numérique a un impact physique, sociétal et environnemental directement au Congo, notamment là où la plupart des minerais précieux sont récupérés pour faire fonctionner tout ce qu'on utilise en fait. Donc ça, c'est vraiment du concret. Et une deuxième conférence aussi sur la notion d'éthique de posture et de concevoir dans un monde qui est fini. Le deuxième constat aussi que je pense qu'on peut résoudre avec cette mission Gaïa, enfin qu'on peut essayer d'améliorer et d'apporter, c'est de ramener du sens dans ce qu'on fait. Et je pense que j'ai observé différents constats autour de moi, donc c'est très propre à moi-même et à ce que je ressens depuis ces dernières années, c'est que il y a une sensation un peu de mal-être généralisé, notamment dans la discipline, avec un grand nombre de personnes qui cherchent à faire bifurquer leur métier pour aller ramener du sens dans ce qu'ils font, donc réorienter un peu leur spécialité, en fait comme j'ai fait, clairement, et de plutôt vouloir travailler vraiment sur des sujets qui vont pallier à ce mal-être. Et puis après, une autre chose aussi que j'ai l'impression que je ressens, c'est une certaine polarisation, radicalisation des pratiques, notamment en design, avec d'un côté peut-être de la technocritique, d'être très technocritique sur ce qu'on va faire, et de l'autre côté d'être dans la surutilisation de la technologie pour pouvoir, comme par exemple le fait d'utiliser des IA, d'être sur la crypto-monnaie, etc. Et donc ça tend un peu à se polariser et les gens se positionnent soit d'un côté, soit de l'autre. C'est un phénomène que j'ai encore du mal à expliquer. Et puis aussi, il y a aussi des gens qui juste ne supportent plus, qui sont dans un mal-être tellement extrême, d'éco-anxiété, de burn-out, de tous ces points-là, et donc qui vont carrément dire je ne supporte plus, je déserte, je pars. Donc ça, c'est aussi un fait. Et je pense qu'en ramenant du sens, en ramenant, voilà, pourquoi est-ce qu'on veut améliorer nos pratiques, c'est aussi pour tout ça. Donc, passons d'une vision qui est centrée utilisateur, quand on parle de ça, et de se dire, finalement, maintenant, on va penser système. On va réintégrer, en fait, dans notre façon de penser, tous les éléments qui constituent notre système, puisque de toute façon, nos produits sont intégrés dans des systèmes qui sont déjà existants. Donc, notamment dans des objectifs de baisser les émissions de gaz à effet de serre, de garantir une justice sociale, de limiter les externalités négatives, de créer des cercles vertueux, en fait, voilà, de concevoir un peu pour tout le monde. Et tout le monde inclut tout le monde, planète, environnement, etc., etc. Donc je me suis dit, ok, bon, on est un peu dans le caca. Comment est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des méthodes, des pratiques, des choses que je peux mettre en place déjà aujourd'hui concrètement dans nos pratiques quand on conçoit des produits numériques? Mais il y a une démarche, une approche, le design systémique, qui pour le coup existe depuis 2010, donc qui est relativement récent, mais qui va vraiment être amené en fait à réfléchir notre produit en le pensant pour un système complexe et de résoudre des problèmes qui peuvent être complexes. Donc ça, c'est une démarche qui existe depuis donc, un petit nombre, qui a été créé par le Systemic Design Association, qui a pris naissance à peu près dans cette période-là. Le design systémique, c'est un mélange de la pensée systémique, que vous peut-être connaissez déjà, qui est tiré aussi de la science, de la discipline médicale, pour pouvoir comprendre comment le corps humain fonctionne et de prendre en compte tous les éléments pour pouvoir se soigner ou faire comment fonctionne aussi le corps. Et donc de lier cette discipline qui est la pensée systémique et de l'associer à nos pratiques de conception. Et ça, dans un but de concevoir éthiquement. C'est vraiment l'enjeu majeur et la raison pour laquelle on va aller se tourner vers ce type de pratique. Donc aussi, l'association des designers éthiques dont je fais partie travaille sur le sujet depuis un certain temps pour amener en fait une accessibilité au sujet aux designers pour commencer, parce que comme je vous disais, c'est une pratique qui est encore très peu connue,
de démystifier un peu la démarche et de la rendre pratique en mettant en place, en donnant en fait aux designers des outils concrets pour travailler au quotidien. Vous avez aussi peut-être déjà pratiqué dans vos projets certaines démarches qu'on peut appeler le design thinking, la pensée de design, qui est une démarche centrée utilisateur, sur lequel on va essayer de résoudre des problèmes, certains problèmes, de pouvoir aussi stimuler l'innovation et la créativité. Et donc, ça, c'est les étapes de la méthode. On va commencer par de l'exploration, de l'idéation, on va décider, on va prototyper, on va tester et on va pouvoir développer. Donc, vraiment dans cette démarche de pouvoir converger, diverger, surtout tester que notre produit va être viable, désirable et faisable, avant d'engager des frais techniques. Eh bien, le design systémique, c'est plus ou moins, dans les très grandes lignes, la même façon de fonctionner. Toutefois, on va ajouter cet aspect qui est le fait d'intégrer la vision holistique, de réorienter notre objectif qui est d'observer les interactions entre les différentes personnes, enfin tous les acteurs actants, et de pouvoir vraiment capter quels sont les points les plus indispensables à traiter, quels sont les leviers sur lesquels on va devoir agir pour avoir un monde, voire un monde un peu plus souhaitable, toujours. Cette approche va être utilisée dans des projets qui vont vraiment répondre à certaines problématiques quand même, plutôt orientées par rapport à l'environnement, par rapport à des problèmes de société, comme aussi sur des projets de type comment je travaille sur un produit qui va être lié à l'énergie, ou alors les transports. Est-ce que le but de l'application de transport, c'est de modifier les pratiques, de modifier les déplacements pour que les gens soient peut-être plus à l'aise à prendre des transports en commun? Voilà, il peut y avoir plein d'objectifs. Ou alors encore une thématique qui peut être aussi environnementale avec Cratère, qui permet de mettre en évidence la situation localement dans une métropole, dans un endroit précis de France, notre rapport avec l'agriculture, avec l'alimentation. Donc là, on va être sur une problématique plutôt de sensibilisation. Mais on peut aussi le faire pour tous les produits. Tous les produits sont concernés par ça, parce qu'en fait, un produit n'est que un élément qui appartient déjà à un système. Il n'est pas tout seul, c'est l'élément visible, mais qui appartient à quelque chose autour qui est plus grand, qui va, par exemple, prendre en compte déjà la manufacture des matériaux, le recyclage, la distribution, la destruction, et tout ça déjà est lié à notre produit, par défaut. Donc en fait, il fait déjà partie d'un tout. Donc la démarche, comme je vous l'expliquais avec l'association de design systémique, ils ont à ce moment-là, en 2010, créé la première conférence sur le sujet, et à la suite de ça, ils ont mis à disposition un guide qui permet de pratiquer avec des templates toutes ces étapes-là dans un projet, qui va être pas forcément numérique. Donc j'ai voulu notamment vous présenter quelques éléments en mixant avec l'outil, le livre de Sylvie Daumal, qui est de 58 outils de design systémique. Et les deux combinés, c'est vraiment un bon combo. Bon, la première phase, sans grande surprise, c'est une phase où on va cadrer le système. De la même manière qu'on va cadrer un projet, on va briefer, on va essayer de saisir quelle est la problématique de départ. L'objectif, vu qu'on est dans un système qui est complexe, c'est de définir les limites. Si par exemple j'arrive sur Pandora, est-ce que je vais aller chercher à découvrir la photosynthèse des plantes? Mon but, mon objectif de l'étude, c'est de comprendre l'équilibre. Peut-être que ça, c'est un petit peu trop éloigné si je dois aller jusqu'à analyser tous ces points-là. Donc je vais recentraliser le cadrage de mon projet. Il va y avoir aussi tout un travail de recherche. Je vais préparer le terrain pour aller après en recherche. Qu'est-ce que je vais observer? Donc je vais déterminer tous les éléments qui sont indispensables à ça. Ça va intégrer aussi des collaborations avec des scientifiques, ce qui n'est pas toujours le cas avec des projets classiques. Là, on va intégrer toutes les datas, que ça peut être environnementales, climatiques, ou même de société. Ça va être vraiment de récupérer toutes les informations qui vont graviter autour pour avoir le plus de points de vue possible.
Il y a évidemment la réalité versus ce qu'on aimerait. Donc, c'est pas toujours évident d'aller jusqu'à ce point-là. Mais la collaboration, peu importe la démarche, que ce soit du design thinking ou du design systémique, est indispensable. On ne peut pas travailler seul là-dedans. Donc, un outil que je trouve vraiment intéressant, c'est la carte des acteurs et des actants, qui va vraiment permettre de cartographier tous les acteurs actants et de pouvoir déterminer quels sont les liens qu'il y a entre les différentes personnes. Est-ce que, voilà, sur Pandora, entre les navis, ils sont plutôt alliés ou ennemis, de pouvoir capter en fait tous les points de lien qu'il y a là-dessus. Donc c'est une carte qui est extrêmement simple à mettre en œuvre, que vous pouvez faire quand vous voulez dans le projet, plutôt en phase de cadrage quand même. Ensuite, on va écouter le système. Donc c'est ce que j'ai pu faire en allant sur Pandora, en prenant possession de mon avatar et de pouvoir tester le Tsahelu et de pouvoir découvrir tout un tas d'informations, de prendre connaissance vraiment de tout ce qui était autour de moi. Et ça, vraiment, c'est la clé de cette phase, c'est d'obtenir un maximum de points de vue, limiter les biais. Et ça, notamment, ça va être un peu ce qui va tirer qui va être tiré par nos hypothèses. Par exemple, un exercice que je trouve très intéressant, c'est l'analyse en couche causale, qui va permettre de rendre visible et de très rigoureusement nos hypothèses, celles qui sont en surface, observables et assez clair. Par exemple, on détruit les matières, on détruit de l'engrais naturel dans les stations d'épuration. Ces engrais naturels étant les matières fécales, du coup, c'est un fait. Et après, si on descend dans l'arbre, on va pouvoir descendre dans les couches et arriver sur tout ce qui va être lié au paradigme, aux métaphores liées, par exemple, à des peurs ou à des craintes, des choses qui vont être beaucoup plus compliquées à cerner au niveau des problèmes du système. Donc, si par exemple, sur ce problème de destruction de l'engrais naturel, peut-être que les gens aussi ont peur si on leur dit demain tu vas manger des légumes bio, mais par contre l'engrais naturel qui est utilisé, c'est de la matière fécale. Ils vont se dire ouh là là, c'est pas très hygiénique, et c'est pas non. Ça va être en fait une crainte et une peur qui n'est pas prouvée que ce soit dangereux, mais qu'il va falloir peut-être travailler. Donc est-ce que je vais modifier le système en mettant des toilettes sèches? Ou est-ce que je vais plutôt dire, il faut rééduquer un peu le rapport avec ça, ou rééduquer ce rapport-là que les gens vont avoir avec ça? C'est deux orientations complètement différentes pour résoudre un problème. Et c'est une carte, c'est un exercice qu'on peut pratiquer à deux phases du projet, soit pour comprendre, diagnostiquer l'état existant du système, ou soit pour aider à créer de l'idéation, en phase d'idéation pour créer des solutions. Ensuite, une fois qu'on a récolté plein de données sur le terrain, comme quand on fait de la phase d'interview ou d'observation, après on va restituer, on va synthétiser tout ça. Là, l'objectif, ça va être de dessiner toutes les intrications d'interconnexion, de liens qu'il va y avoir dans le système et de pouvoir le rendre le plus clair possible pour toutes les parties prenantes. C'est toujours un travail d'alignement des parties prenantes. Donc, typiquement avec les navis, je vais essayer peut-être de capter quel est le nombre de décès, quel est le nombre d'animaux qui tuent à quelle période, je vais essayer de ressortir tout un tas de données factuelles et de pouvoir dessiner comment ça se comporte. Donc le plus connu, c'est les boucles causales, un peu effrayant, il faut se le dire, mais qui est extrêmement intéressant parce que ça va vraiment permettre de mettre en évidence une séquence d'événements, puisqu'un événement va déclencher un autre événement qui va déclencher un autre événement qui va peut-être influencer le premier événement. Et donc, c'est un peu de décider, de capter qu'est-ce qui est de la cause ou de la conséquence. C'est vraiment une réaction en chaîne qu'il faut essayer de dessiner. Donc là, je vous ai mis des archétypes. Donc c'est qu'effectivement, on se rend compte que tout ce qu'on va mapper comme système de boucle causale fait ressortir un archétype assez classique, comme la limite de la croissance. C'est assez fréquent où on se dit, là, en fait, notre schéma, oui, il fait ressortir cette limite de croissance. Donc, le levier qui va être par rapport à ça, c'est comment je détecte l'endroit où ça va créer une menace et comment je limite cette menace de la limite de la croissance. Exemple, on a un outil d'IA qui est gratuit, on va avoir un nombre d'utilisateurs qui va augmenter parce que c'est un outil gratuit. Donc, il y a tout un système aussi que j'explique pas sur peut-être la communication, les besoins, etc. Ça va créer une boucle qui va s'amplifier.
Ensuite, bah, s'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, l'équipe qui va travailler sur l'IA va peut-être l'améliorer, rajouter des fonctionnalités, donc ça va créer une boucle amplificatrice. Et puis après, ben, finalement, il y a une menace qui apparaît, c'est que pour utiliser ça, il faut réquisitionner des data centers. Donc, plus il y a de personnes qui vont consommer, plus il va falloir utiliser des data centers. Et donc, il y a une menace qui commence à apparaître, c'est que, ben, en fait, pour les data centers, ben, il y a une limite, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Bon, ben, à un moment donné, en fait, la boucle, elle va finir par s'effondrer. Parce que la limite, elle va carrément stopper la boucle. Hop, j'accélère un petit peu. Et donc, ce qui est intéressant avec ce schéma-là, c'est qu'on va vraiment déterminer le problème et pointer du doigt là où ça bug, là où il faut qu'on crée un levier. Et donc, ce levier, on va l'utiliser en phase d'idéation. Donc, la phase suivante, c'est vraiment le moment où on va générer tout un tas d'idées pour dire comment est-ce que je vais répondre à ce besoin, est-ce que je vais plutôt aller tabler en bas de l'échelle, enfin, en termes de paradigme, et donc peut-être travailler sur le problème de manière très durable, ou est-ce que je vais attaquer tout en haut parce que je vais mettre une loi, une règle, je vais créer tout un tas de règles juridiques, par exemple, qui va imposer une orientation et des choix. Et donc ça, c'est vraiment la phase la plus collaborative aussi. Le but, c'est vraiment de créer tout un tas d'idées. Un atelier que je vous conseille, et pour le coup, c'est vraiment un atelier accessible pour n'importe quel contexte, avec n'importe quel niveau de maturité, que ce soit sur le design ou sur la durabilité, l'écologie ou autre. Mais c'est la matrice des externalités qui permet donc de se projeter dans le temps, de se projeter dans toutes les disciplines. Donc on va mapper tous les impacts de notre solution. On peut imaginer l'exemple par exemple, les trottinettes, qui est souvent un bon exemple, des trottinettes électriques, et donc je vais projeter quels sont les impacts à court, moyen et long terme d'avoir mis à disposition des trottinettes électriques dans les lieux publics et à quel niveau ça va impacter. Est-ce que ça va impacter de manière politique, économique, environnementale, sur les comportements? Et tout ça, en fait, je vais montrer quels sont les impacts. S'ils sont négatifs, le but, c'est de les atténuer. Donc derrière, on va faire de l'idéation, on va réfléchir comment on peut diminuer ces impacts négatifs et comment on peut aussi accentuer les impacts qui sont positifs. Et donc tout ça, vraiment, c'est dans un objectif d'une durabilité du produit, dans le temps. Parce que dans 10 ans, ça ne sera peut-être pas les mêmes comportements que dans demain. Donc tout ça, en fait, on va créer tout un tas d'idées et on va essayer de le restituer. Donc la façon la plus intéressante de le restituer, enfin il y a plein de façons. Dans tout ce que je vous donne, il y a énormément d'outils. J'ai vraiment dû faire un choix. Mais il y a la création de scénarios. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment permettre de rédiger différents types de scénarios, de se projeter avec une vision futuriste, parce qu'on ne sait jamais comment ça va se comporter. Et puis on va le rapprocher de cette fameuse grille de profondeur et de savoir est-ce que le problème qu'on essaye de résoudre va vraiment bien impacter là où on veut que ça impacte, dans le fameux iceberg. Ce que Donella Meadows a créé, c'est une liste des points de levier. Donc c'est de dire, ok, si je veux agir à tel niveau par exemple tout en bas sur le fait que les gens sont mal à l'aise encore avec le fait d'avoir des toilettes sèches par exemple, potentiellement si j'agis sur juste des chiffres ou des paramètres d'études, ou si par exemple je mets juste ça dépend un peu où est-ce qu'on va atteindre, mais si on veut modifier par exemple l'objectif derrière du produit ou de l'entreprise, imaginons on a l'université, son objectif c'est juste des quotas, et qu'on dit ok là on doit modifier, il y a un problème, on n'arrive plus à recruter les élèves, ils viennent plus, comment on fait? Peut-être qu'on va modifier carrément la vision de la structure, ce qui est plus ça va être profond dans l'arbre d'influence, et plus ça va être un impact qui va être compliqué à mettre en œuvre, mais qui va être efficace dans la durée et qui va prendre beaucoup de temps. Et plus c'est quelque chose qui va atteindre le superficiel, plus on va le faire facilement et rapidement. Enfin, les deux dernières phases, je pense que vous êtes assez habitués à ça, c'est quand on a réussi à détecter bien tout le problème, maintenant ça y est, on a toutes les idées de ce qu'on va construire, on va le prioriser et on va le planifier dans le temps. Donc là, la priorisation, le fait de le planifier, c'est surtout de s'assurer qu'on a bien pris en compte tous les impacts qu'on voulait valider, qu'on voulait résoudre,
Et puis, c'est des étapes qui s'éloignent quand même de la pensée systémique et qui va plutôt s'orienter sur des méthodes classiques de gestion de projet, d'organisation. Il y a d'autres exercices très intéressants que je n'ai pas testés, que je vous invite à découvrir. C'est par exemple la roue du futur. Donc ça va être aussi de projeter la planification, donc la priorisation de ce qu'on va choisir comme solution. On va dire tout ce scénario, si on commence par ça, comment il va se comporter si demain je le fais évoluer. Et en fait, on va créer tout un tas de branches possibles. On va essayer vraiment d'explorer toutes les possibilités. Ça, c'est vraiment un point indispensable, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va se comporter. Donc on doit imaginer tout, même parfois son contraire, ce qui est assez contre-intuitif. Et un exemple, pour la partie de la transition, qui est un exercice aussi assez facile à mettre en œuvre, qui va permettre de projeter les scénarios, les acteurs actants, dans le temps et sur l'échelle. Donc, ça va vraiment aider à placer comment est-ce qu'on veut faire comment est-ce qu'on veut mettre en œuvre la transition de notre produit, en tout cas si c'est un produit numérique, comment est-ce qu'on veut le faire évoluer dans le temps. C'est toujours difficile d'intégrer un produit dans un système existant et je pense que tout le monde l'a déjà vécu, que votre produit ait pu un jour n'ait pas été accepté en fait. Ça a été rejeté par les personnes, que ce soit parce qu'il y a une difficulté à accepter le changement ou parce que le système est beaucoup trop dominant. Et donc, votre produit, en fait, il va jamais réussir à s'intégrer, à s'ajouter dans le système actuel. Donc, le but, c'est de le faire de manière durable, donc faire en sorte que ce qu'on fait s'intègre bien dans le système. Donc, voilà un peu pour cette mission Gaïa. Ce que j'ai pu un peu vous donner comme point d'entrée, c'est vraiment la compréhension de cette vision globale, le fait qu'il faut basculer de ce user-centrique au système-centrique, de pouvoir intégrer tous les paramètres pour pouvoir créer de manière durable et souhaitable, de pouvoir comprendre aussi tous les enjeux qu'il y a derrière et dans lesquels on se trouve et voilà, dans quelle situation on est et c'est critique. Et notamment de dire, ok, mais comment on fait maintenant? Et de vous donner quelques billes pour pouvoir prendre possession de votre avatar et pouvoir continuer cette mission de votre côté. Quand même, pour finir, quelques petites ressources supplémentaires. J'ai testé, c'est pas du tout exhaustif, mais c'est vraiment une démarche qui est quand même récente. Je suis convaincue que ça va vraiment prendre beaucoup plus d'ampleur et que c'est vraiment la façon dont on va travailler demain, de plus en plus. On va vraiment pouvoir... il y a vraiment du potentiel derrière cette approche. Donc les outils sont plus ou moins digestes et plus ou moins gratuits, accessibles, mais il y a quand même déjà pas mal d'éléments en ligne disponibles que je vous invite à découvrir. Si vous en connaissez ou vous avez déjà testé certaines choses, je serais extrêmement intéressée à en discuter avec vous après ou sur les questions. Enfin, pour repartir aussi avec quelques outils phares, c'est ces 3 outils que je vous conseille le plus pour commencer, peu importe le niveau de maturité encore que vous avez dans votre structure, entreprise. Mais la carte des acteurs et des actants, c'est extrêmement facile à mettre en œuvre et ça met déjà des petites graines au niveau de l'ouverture d'esprit dans l'équipe. Et puis après, il y a aussi la carte des leviers que je vous invite aussi à découvrir. C'est super intéressant de prendre conscience des leviers sur lesquels on peut agir et la matrice, qui est un très bon outil d'idéation. Donc, pour finir, par rapport à cette mission Gaïa et par rapport à tout ce que j'ai pu découvrir sur la planète, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment l'information qui est le pouvoir. C'est leur capacité à pouvoir ressentir et à pouvoir sonder en temps réel, en permanence, l'état du système. Et finalement, ça les aide à vraiment garder en équilibre le système, à réagir très vite. Par exemple, si on va avoir des informations qui vont être tronquées, qui vont arriver trop tard, qui vont arriver à moitié, en fait, on va évidemment, ça va faire dérailler le système. On le sait très bien, c'est ce qu'on peut constater notamment avec les médias, avec les politiques, tout ce qu'ils font avec les informations et comment ils vont, on va dire stratégiquement, utiliser à court terme pour leur but le fait de nous les transmettre de telle ou telle façon. Vraiment, c'est eux qui gèrent ça et ils ont énormément de pouvoir de cette façon-là. Et ça, c'est intéressant de le comprendre.
Ce que je voulais aussi donner, c'est cette petite citation du philosophe et écrivain Robert Pirsig, que je trouve qui aide énormément à comprendre comment en fait on appréhende ce sujet. Donc, qu'on détruise une usine debout, en laissant debout le système de pensée qui l'a produite, celui-ci reconstruira une nouvelle usine. Qu'une révolution détruise un gouvernement en laissant intacts les modes de pensée qui lui ont donné naissance, on les retrouvera dans le gouvernement suivant. On parle beaucoup de système, mais on ne sait pas de quoi on parle. Je pense que ça dit déjà beaucoup de choses. Donc merci en tout cas de vous être porté volontaire pour cette mission. Ce que j'aimerais vous partager, c'est quand même que c'est important de tenir compte qu'on ne peut pas sauver tout le monde et tout, qu'il ne faut pas s'épuiser, que c'est important de comprendre qu'on n'est effectivement qu'une goutte d'eau dans un océan, que c'est très difficile de lutter seul contre un système qui est déjà là. D'ailleurs, les designers, s'il y en a ici, je suis sûre que vous avez déjà souffert de ça dans vos entreprises, dans des entreprises qui parfois manquent énormément de maturité en design et qu'il faut se battre quotidiennement pour pouvoir faire comprendre la valeur de ce qu'on fait. Et là, c'est un peu, voilà, c'est un peu ce que je ressens aussi. Et le design systémique est une approche qui va vraiment permettre de résoudre beaucoup de problèmes complexes, même si c'est effrayant. On peut vraiment s'intéresser à ces nouvelles pratiques. On peut vraiment s'éduquer, se renseigner, creuser en fait qu'est-ce que c'est et prendre vraiment possession de votre avatar, de ce pouvoir holistique, de ce pouvoir du Tsahelu, de rentrer en empathie en fait. De pouvoir, c'est vraiment la plus grande force qu'on a, rendre visible et accessible ce qui ne l'est pas. Donc voilà, c'est un peu sur ces points-là que je voulais terminer et j'espère vraiment que vous avez pu atteindre tous les prérequis nécessaires pour derrière mener à bien cette mission. J'ai un peu débordé. Et s'il y a des questions. Et après d'autres exemples. Est-ce qu'il y a d'autres illustrations qui ont utilisé le design systémique, parce que c'est 2010. Alors après c'est un collectif, donc c'est pas non plus potentiellement une entreprise qui s'est lancée là-dedans pour faire son produit, mais voilà, s'il y a des illustrations, des exemples de choses qui ont été créées en utilisant cette pensée. À ma connaissance, il y en a peu. En tout cas, de produits 100%, produits numériques, j'entends. Par contre, il y a des projets plutôt de services qui ont inclus ça, qui travaillent avec ces méthodes. Il y a eu des projets dans différentes... C'est souvent pris en fait par les communautés de communes, les collectivités, qui vont utiliser ces approches parce qu'ils ont une problématique qui va être plus large que juste créer un outil. Mais l'outil est intégré en fait dans la réflexion. Donc oui, après j'ai plus tous les exemples. Je sais qu'il y a eu des réflexions dans le Sud, sur les communautés du Sud. Il y avait autour des crises au niveau des pénuries d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour régler le souci dans le département? Moi, par exemple, je travaille en ce moment sur le projet justement autour des matières organiques avec un chercheur à Paris Tech qui travaille sur un outil qui est un outil numérique et on aborde la question avec une démarche systémique. Puisque ça va vraiment s'introduire dans une complexité qui est très grande, qui inclut des agriculteurs, les ministères, santé, agriculture, etc. Et donc, il faut manier tout ça avec soin et s'assurer que ce qu'on va faire ne va pas créer des impacts non voulus. Parce que design systémique égale aussi des risques et des pièges qui peuvent, par exemple, on essaye de faire quelque chose de bien et en fait, on va empirer la situation. Bon, du coup, j'ai à moitié répondu. Non, si, merci beaucoup. Une dernière question. Merci. Je me demandais si tu connaissais des collectifs justement qui s'organisaient autour de cette thématique-là, peut-être pour faire de la pédagogie, parce que ça m'intéresse. Ok, je suis dans un tiers-lieu où j'ai découvert récemment qu'il y avait une personne qui travaillait là-dessus. Alors du coup, je sais plus qui exactement, mais il y a des collectifs. Alors là, c'est plutôt une association qui va être dans l'humanitaire.
Du coup, j'ai plus le nom, je suis désolée. Par contre, dans les collectifs sur ce sujet, dans le numérique, les designers éthiques, on est vraiment à fond dans le sujet. On explore énormément. Après, on n'est pas beaucoup. Il n'y a vraiment pas beaucoup de collectifs. Merci. Bon courage pour votre mission.